Sylvain Wasserman, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à Opinion Internationale à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle. Alors, vous êtes député de Strasbourg, vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale, MoDem, élu MoDem, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Alors, on va un peu parler de cette élection, mais tout d'abord, une question aux députés sortants. Si vous aviez une loi, une décision importante à retenir de ce quinquennat, est-ce que ce serait quoi? La loi sur les lanceurs d'alerte, dont vous avez été un des principaux porteurs, quelle serait pour vous la loi qui incarne le mieux le bilan d'Emmanuel Macron sur ces 5 années qui s'achèvent? Alors, si je répondais à titre personnel, évidemment, ce serait la loi sur les lanceurs d'alerte, puisque j'en suis l'auteur et le rapporteur. Donc, dans mon expérience personnelle de député, ça a été 3 ans de travail qui est né ici à Strasbourg, d'ailleurs, sur la base d'un rapport au Conseil de l'Europe. Donc, ça a été toute une aventure. Je suis passé au Conseil d'État, ça transposait une directive européenne. Il y avait tous les éléments, et je crois que c'est une véritable avancée démocratique. Et dans ce mandat, il y a peu de signes forts sur les éléments démocratiques. Il y en a certains sur la participation citoyenne. Et pour moi, évidemment, cette loi me tient particulièrement à cœur pour ces raisons très personnelles, mais aussi parce que je crois qu'elle participe d'une république et d'une démocratie plus solide et que les lanceurs d'alerte ont aujourd'hui toute leur place à prendre dans la société. Donc ça, ce serait à titre personnel ma réponse. C'est évidemment pas la loi la plus importante du quinquennat. La loi, à mon sens, en tout cas, il y a beaucoup de lois, il y a un tissu de lois qui sont convergents, mais la réforme qui a permis, dans le domaine de l'emploi, de développer l'apprentissage de façon extrêmement forte, on a pris quasiment un modèle à l'allemande sur l'apprentissage avec la réforme Pénicaud, c'est-à-dire les entreprises qui définissent combien on forme de jeunes, sur quel métier et qu'est-ce qu'on leur apprend. Résultat, on est passé de 280 000 à 718 000 jeunes en apprentissage. Et donc, je crois que c'est peut-être la loi la plus importante, enfin, vu ici d'Alsace, parce que j'ai entendu pendant des dizaines d'années les gens dire l'Allemagne fait mieux parce que eux ils font de l'apprentissage, parce que leurs jeunes apprennent des métiers, font de l'apprentissage. Et ben, on a réussi. Et l'avantage de cette loi sur l'apprentissage, c'est qu'on en voit les effets. Et que c'est un des rares sujets sur lequel on voit directement, pour un texte législatif, l'impact de ce qui a été fait. Alors, parlons un peu de la campagne électorale. Franchement, entre vous et moi, est-ce que vous n'êtes pas très, très inquiet? D'un côté, Emmanuel Macron est donné, qualifié au premier tour depuis qu'il y a des sondages sur l'élection présidentielle, et en même temps, il baisse dans les derniers sondages. Alors, finalement, quelle est votre conviction intime? Est-ce que vous pensez que c'est gagné d'avance et qu'il ne pourrait pas y avoir des surprises qui fasse déchanter votre question. C'est une très bonne question, mais soyons clairs. J'ai jamais pensé que ce serait une élection facile. Et d'ailleurs, si vous reprenez mes propos sur cette élection, il y avait beaucoup de, enfin, il y avait aucun triomphalisme, mais il y avait beaucoup d'humilité en se disant de toute façon cette élection sera difficile. Donc, je le pense plus que jamais, comme je le pensais déjà depuis bien longtemps. Elle sera difficile. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a une montée des populismes dans toute l'Europe et que la France n'est pas exempte de cette vague de montée des populismes. Deuxième chose, parce qu'on on l'a vu dimanche en Hongrie avec la réélection triomphale et pas du tout attendue de Viktor Orban. Voilà, Viktor Orban, qui a comme principale admiratrice en France Marine Le Pen, faut quand même le rappeler, puisque d'ailleurs c'est une banque hongroise qui finance sa campagne. Donc oui, les populismes sont là. C'est dans des moments de désarroi, il faut comprendre que certains de nos concitoyens s'interrogent. Moi, je fais beaucoup de réunions, de rencontres citoyennes sur le terrain. J'en ai 50 de prévues au total. Je dois être à la 32e. En fin de semaine, je serai à la 32e. Et ben, il y a effectivement des citoyens qui sont dans une situation anxieuse, une situation qu'ils vivent mal et qu'ils ressentent comme un moment de l'histoire un moment sur lequel ils se disent tiens, si on essayait autre chose. Je pense que c'est pure folie. Je pense que en réalité, la tentation populiste, je la comprends, mais je la combats de toutes mes forces. Je la combats de toutes mes forces parce que pour moi, c'est
plus grand renoncement à nos modèles démocratiques. Enfin, vous savez, les discussions que j'ai tout à l'heure, donc j'ai une tonnelle orange et je me balade dans ces 50 points de la circonscription. À une tonnelle orange, je discutais avec un jeune, on parlait de Marine Le Pen, et je lui dis, mais il y a quand même des valeurs démocratiques fondamentales qu'on a. Et il me dit, mais quelle démocratie? Est-ce qu'on est encore en démocratie? Donc vous voyez, cette espèce de... On nivelle tout, et puis tout se vaut, fait oublier, et d'ailleurs il y a beaucoup de tendances qui consistent à dire on n'est plus vraiment en démocratie. Mais si, on a des valeurs profondes, des valeurs républicaines, démocrates, et certains finissent par les oublier, et certains finissent par penser qu'elles sont accessoires. Et le problème de la démocratie, c'est qu'on se rend compte de sa valeur quand elle s'éloigne. C'est Oui, quand il y a une tendance. mais Sylvain Wasserman, excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à faire reposer toutes ces valeurs d'humanisme, de démocratie, de progrès sur une seule personne, quelle qu'elle soit? Et là, en l'occurrence, il s'agit d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça n'est pas paradoxal? Est-ce que ça ne crée pas le risque que l'alternance, si un jour elle arrive, elle soit forcément avec une extrême de droite ou de gauche? Non, mais attendez, je ne mets pas Emmanuel Macron comme seul humaniste et seul progressiste. Il y a énormément de candidats qui sont humanistes et progressistes. Ce n'est pas le sujet. En revanche, il y a des extrêmes et il ne faut pas le nier. Et tous les candidats ne relèvent pas du même système de valeurs. Et franchement, je ne dirais jamais que Madame Hidalgo est une personne qui n'est pas progressiste ou humaniste ou démocrate ou républicaine. Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est bien de se dire quel est le référentiel de valeurs et qui voulons-nous pour les 5 ans à venir. Voilà, donc il ne faut pas se projeter dans le deuxième tour avant le premier tour. On est déjà au premier tour. Donc on a déjà un premier sujet qui n'est pas exclusif. Enfin, vous savez, les Français détestent les duels annoncés. On annonce le duel Macron-Le Pen. On peut encore avoir des surprises. Moi, on va continuer chacun nos actions. Alors, c'est étonnant parce qu'il y a très peu, je ne sais pas si chez vous, chez les marchés, mais ici à Strasbourg, moi, dans mes 32 tonnelles, j'ai vu 4 fois un autre mouvement politique que le nôtre. 4 fois, en 32 tonnelles. Donc j'ai vu une fois le Parti communiste, 2 fois la France Insoumise et une fois les Verts, jamais les LR. Donc il y a une espèce de situation complètement absurde dans laquelle d'ailleurs les oppositions nous reprochent de ne pas faire de débat et sont totalement absents du terrain. Et ça, c'est inquiétant, ça, c'est pas notre démocratie. Il faut que les gens soient sur le terrain, il faut que la France Insoumise vienne présenter ses idées, il faut que les LR défendent leur candidate Valérie Pécresse. Ça fait partie de la démocratie. Et ce renoncement-là, ça relève exactement de la même logique de ce que je disais tout à l'heure. Des gens qui disent, mais est-ce qu'on est vraiment en démocratie? Est-ce que ça compte Bien sûr que ça compte la démocratie. Et dans ces moments où les peuples doutent, dans ces moments où les mouvements politiques peinent à avoir de l'audience, à faire passer leurs idées, quel que soit leur bord, eh bien, dans ces moments-là, nos valeurs fondamentales, nos valeurs de démocratie, de république, nos valeurs progressistes, elles comptent. Et je crois que dans ces moments de doute, ce sont les valeurs qui font la différence. Une question qui est peut-être anecdotique pour certains, mais qui est importante pour le Strasbourgeois que vous êtes et que j'ai été pendant longtemps, la fameuse bataille du siège. La France assure la présidence du Conseil de l'Union européenne. Est-ce que vous pensez que dans ces 6 mois de présidence de la France, actuellement assumée par Emmanuel Macron, et on verra comment ce sera au lendemain de l'élection, par qui ce sera au lendemain de l'élection présidentielle, est-ce que le siège de Strasbourg, capitale de l'Union européenne, sera consolidé au terme de cette présidence française de l'Union européenne? Écoutez, jamais un président de la République, je pèse mes mots, hein, jamais un président de la République ne s'est autant investi pour Strasbourg. D'abord, le nombre de fois où il est venu pendant son mandat. Il a même été le premier à la CEDH. Hein. Ce n'était jamais arrivé qu'un président de la République française vienne à la CEDH, à la Cour européenne des droits de l'homme. Pardon. Alors évidemment, c'est pas le Parlement européen, mais enfin, c'est cette logique des institutions européennes qui compte tant. Il est venu aussi au Conseil de l'Europe, évidemment au Parlement à de nombreuses reprises. Mais et d'ailleurs, il a tenu à ce que de nombreuses réunions, y compris des réunions stratégiques et clés, se déroulent à Strasbourg. Vous savez aussi que Clément Beaune a été extrêmement reconnu dans son implication pour le siège et la défense du siège. Et je crois que, franchement,
moi, j'ai commencé le début de quinquennat avec des oppositions qui nous disaient oui, mais il n'a pas vraiment parlé de ça. Bon, ça n'existe plus. C'est-à-dire, tout le monde, y compris dans les oppositions au président de la République, reconnaît qu'il a plus que fait le job parce qu'il a la profonde conviction que Strasbourg doit rester et a toute légitimité pour être la capitale des citoyens européens. Donc, je crois que oui, le Strasbourg, capitale européenne, est plus que jamais conforté, pas par les 6 mois. Évidemment, il en a parlé dans son discours, et j'y étais, dans son discours, son premier discours au Parlement européen en tant que président de l'Union. Mais je crois que voilà, jamais un président de la République et son ministre des Affaires européennes ne s'étaient autant impliqués sur le sujet. Une dernière question, Sylvain Wasserman. Peut-être que celui qui va arriver en tête au soir du premier tour, c'est le camp des abstentionnistes, peut-être plus que tel ou tel candidat. Qu'est-ce que vous dites? Vous allez beaucoup sur les marchés, vous allez devant les citoyens. Qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui vous disent je ne veux pas voter, je ne sais pas si je vais voter, je ne sais pas pour qui voter? C'est quoi l'argument que vous employez le plus? Et à travers les colonnes d'opinion internationale, aux citoyens qui doutent, qu'est-ce que vous leur dites en un mot? Écoutez, je pense que l'abstention du premier tour est très différente de l'abstention du second tour. Au premier tour, vous avez une offre politique très large. Donc le fait de ne pas aller voter avec une telle étendue de l'offre politique, eh bien, c'est un désintérêt pour la démocratie. Et ça, c'est un renoncement aux faits démocratiques. Donc je crois que cette abstention-là est très différente du risque d'abstention d'un hypothétique second tour Le Pen-Macron, comme on peut l'entendre, parce que cette abstention de second tour prendrait un sens totalement différent. J'avais un ami de gauche qui me disait s'il y a un deuxième tour Macron-Le Pen, je n'irai pas voter. Et je lui dis mais comment peux-tu te regarder dans la glace, toi qui as toujours convaincu, été de conviction de gauche, comment peux-tu me dire que tu laisserais gagner l'extrême droite? Alors je comprends que tu ne puisses ne pas adhérer au candidat Macron, mais comment toi tu expliqueras à tes enfants, hommes de gauche, que tu ne t'es pas levé pour barrer la route à l'extrême droite si elle arrive au pouvoir? Je veux dire, c'est inimaginable. Donc cette deuxième abstention-là, c'est une abstention qu'il faut qu'on combatte, à mon avis, en se disant que, bien sûr, il y a les contingences politiques, il y a tel ou tel homme, il y a telle ou telle phrase, il y a tel ou tel... Bon. Mais il y a d'abord des valeurs essentielles dans notre démocratie et que c'est celles-là qui sont en cause. Ce sont ces valeurs-là pour lesquelles il faut aller voter au deuxième tour. Et donc voilà, je pense que ces abstentions-là sont très différentes. Moi, je crois que l'abstention, c'est toujours un échec de la citoyenneté en règle générale. Alors on peut dire que c'est la photo politique, très bien, mais je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Je crois qu'il y a des citoyens qui se disent que la démocratie tourne toute seule. Eh bien non, notre démocratie, il faut s'engager pour elle, et elle ne fonctionne que si on s'engage pour elle. Et je voudrais quand même conclure en vous remerciant, Monsieur Taube, d'avoir mis cette belle cravate orange aux couleurs du Modem. J'imagine que vous avez toujours cette délicatesse avec tous vos invités, mais je suis particulièrement... Alors oui, mais ça n'est pas parce que c'est la couleur de Modem. Comme je le dis souvent, c'est d'abord la couleur de mon site internet, mais c'est aussi la couleur de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et je porte des chaussettes et des cravates oranges depuis le 25 novembre 2019. Le 25 novembre étant la journée mondiale contre les violences faites aux femmes. Et dans plusieurs villes du monde, les hôtels de ville sont décorés en orange pour justement soutenir cette cause. Donc, ce n'est pas pour le Modem. Je suis très heureux d'avoir posé la question pour avoir eu cette belle réponse. On pourrait aussi évoquer la révolution orange de l'Ukraine en 2004, qui est liée à la couleur du Modem, hein, puisque Marielle de Sarnez, quand elle avait été en Ukraine à ce moment-là, a proposé que ce soit la couleur qu'on reprenne pour notre mouvement politique. On va surtout retenir que c'est une très belle couleur, une couleur de vie et de rayonnement. Une toute dernière question. Les élections, c'est pas à 2 tours, mais c'est à 4 tours. Il y a les élections législatives juste derrière. Est-ce que vous êtes candidat à votre réélection? Alors ça, je souhaite me présenter, mais tous ces sujets-là sont des sujets qui seront des sujets d'après le second tour. Et on n'aura pas d'investiture de notre famille politique
avant la fin du second tour. Donc évidemment, moi je suis dans une ligne de pensée, dans une loyauté par rapport à un mouvement politique, et donc les choses se feront en accord avec le mouvement politique en temps utile. Très bien. Merci Sylvain Wasserman et bonne fin de campagne et rendez-vous avec tous les Français au soir du 10 avril pour découvrir le verdict de nos concitoyens. Merci beaucoup, au revoir. Merci à vous.